Solidarité, le podcast étudiant sur l'humanitaire qui vous fera découvrir ses acteurs et ses métiers. Alors, bonjour Tristan, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui, donc je m'appelle Tristan, j'ai 34 ans et ça fait 2 ans et demi à peu près que je travaille à Médecins Sans Frontières au service informatique. Exactement. Alors actuellement, parce que j'ai changé pas mal de fois de job depuis que je suis arrivé, et l'intitulé actuel c'est responsable IT opérationnel. Et du coup, ça consiste en quoi? Ça consiste, grosso modo, ça consiste à gérer toute la partie informatique, mais uniquement sur les terrains, donc uniquement sur les missions MSF. Puisqu'il y a une partie de l'IT qui se déroule au siège exclusivement, et il y a une partie qui touche à tout ce qui est terrain. Il y a à peu près 35 pays pour MSF France, et moi je m'occupe de l'informatique pour ces pays-là. Ok. Et du coup, c'est quoi tes missions concrètement? On y est. Alors au début, très franchement, je suis tombé sur une offre d'emploi qui parlait d'un logiciel qui s'appelle Unifield, qui est un ERP que je connaissais pas du tout. J'avais jamais fait non plus de chefferie de projet, il fallait être chef de projet technique sur ce logiciel, donc je connaissais pas la chefferie de projet, je connaissais pas Unifield, et j'ai postulé, et en fait je me suis rendu compte que bon, c'était plus l'élaboration de toute la partie technique autour de ce logiciel, mais qu'il n'y avait pas spécialement besoin de le connaître. Et donc très rapidement, après je pense 2 3 semaines, je suis allé sur le terrain pour la première fois au Liberia. Et c'était pour accompagner finalement l'équipe qui allait déployer ce logiciel sur le terrain et qui formait les équipes terrain pour ce truc-là, parce qu'ils n'étaient pas du tout habitués à travailler sur un outil comme ça. Il y a des outils en général très très simples à Médecins Sans Frontières, encore aujourd'hui. Et là, c'est un logiciel qui permet de gérer à la fois tout ce qui est supply, pharma, finance, la compta, les choses comme ça, qui étaient faites beaucoup avec soit des petits outils très très simples, soit avec Excel au pire. Et donc on essayait de faire un petit peu avancer les choses en mettant cette solution en place. Ensuite, le Covid est arrivé, donc plus possible d'aller sur le terrain et plus possible de continuer à déployer ce logiciel et à former les gens pendant à peu près un an. Là, du coup, parce que j'étais détaché, c'était un espèce de détachement, je faisais pas vraiment partie de la DSI, des services informatiques. Donc du coup, je me suis rapproché de la DSI au moment du Covid, j'ai commencé à travailler avec eux. Assez rapidement, je me suis mis à m'occuper des admins système et du support. Donc le support, c'est ceux qui assurent le support de premier niveau pour les terrains, pour les différentes missions. Encore une fois, toujours terrain, hein, jamais siège jusqu'ici. Et les admins, c'est ceux qui vont concevoir les solutions qui vont être implémentées sur le terrain, les solutions techniques qui vont être implémentées sur le terrain, et qui assurent le support de plus haut niveau. Et j'ai fait ça pendant, encore une fois, à peu près un an, et là, depuis quelques mois maintenant, je suis donc responsable IT opérationnel. Et la différence, c'est que maintenant, je m'occupe plus des admins et du support, je m'occupe des gens qui, eux, s'occupent de zones géographiques en particulier, qu'on appelle les RTR, c'est les référents techniques régionaux. Donc il y en a un qui est aux Philippines pour tous les pays Asie, il y en a un qui est à Dubaï pour le Moyen-Orient, il y en a un qui est à Abidjan pour l'Afrique de l'Ouest, et il y en a un autre qui est à Paris et qui s'occupe lui d'Afrique Est et centrale. Voilà. Et toi, tu gères tous ces gens-là, du coup? Alors ouais, je gère ces 4 personnes, plus alors en ce moment 2 flying qui sont des gens qui vont un petit peu partout en fonction des besoins. Il y en a un qui va nous quitter à la fin de l'année, qui va passer à la logistique. Il y a beaucoup de gens qui passent de l'informatique à la logistique et réciproquement à Médecins Sans Frontières. Et donc lui il va partir en fin d'année, donc il restera aussi un flying. Et je continue à travailler par contre beaucoup aussi avec les admin systèmes, aussi avec le support. Parce que tous ces gens-là, c'est eux qui s'occupent du terrain. Et comme je suis responsable de l'informatique sur le terrain, je continue à travailler avec toutes les catégories de métiers quoi, qui touchent à ça. Ok. Et est-ce que toi, du coup, tu pars sur le terrain? Oui, donc la première mission, comme je le disais, c'était au Liberia tout au début. Ça faisait 2 3 semaines que j'étais là. Là, je reviens du Soudan du Sud. J'ai passé un petit mois sur place. Et l'intérêt, en fait, pas que j'en ai un besoin absolu d'aller sur le terrain. L'intérêt, en fait, c'est surtout de rester connecté, de voir ce qui se passe, de comprendre que les solutions qu'on pense et qu'on veut implémenter, elles sont pas toujours implémentées et utilisées de la manière dont on le voudrait finalement et que les utilisateurs trouvent pas mal de solutions pour contourner ce qu'on met en place quand ça leur plaît pas, quand c'est pas pratique. Ce qui est, c'est super important en fait de retourner sur le terrain et de voir tout ça, et de voir les choses en pratique, et de voir une personne sur le terrain utiliser un ordinateur dont on a pensé l'utilisation depuis le siège, ça change beaucoup de choses. Voilà. Et du coup, c'est quoi tes journées types quand tu es sur le terrain et quand tu es au siège? Sur le terrain, ce qu'il y a de bien, c'est que tu peux vraiment te rapprocher des utilisateurs et faire un boulot beaucoup plus technique en fait. Donc là, par exemple, au Soudan du Sud, c'était une visite pour voir un petit peu comment les gens utilisent les ressources qu'on met à leur dispo.
C'était aussi parce que la coordination, on a toujours, petit détail là, à Médecins sans frontières, donc la plupart du temps, une mission classique, il y a une coordination, la plupart du temps elle est en capitale, et cette coordination, servir un peu de, on va dire, chef d'orchestre, bon, à coordonner les projets, quoi. Donc toujours en capitale, par exemple au Soudan du Sud, à Juba, il y a cette coordination. Et ensuite on a plusieurs projets. Il y en a un qui est à Olfangak, un à Awil. Euh, et là, moi, je suis resté uniquement en coordination au Soudan du Sud. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que donc là, on avait un déménagement qui était prévu sur ce bâtiment. Donc le bâtiment de la coordination allait d'un point A à un point B, mais toujours à Juba, en capitale. Et donc, du coup, ça permet de faire un boulot, tu vois, qui est beaucoup plus terre à terre. Tu discutes un peu avec les prestats, tu réfléchis à comment tu vas réagencer le matériel informatique dans le nouveau bâtiment, comment tu vas faire les interconnexions avec les entrepôts, les bureaux, la guest house, etc. Donc, c'est beaucoup moins de réunions et beaucoup plus de travail vraiment avec les différentes équipes, les électriciens, les techniciens informatiques sur place, ce genre de choses. Au siège, on va dire, c'est beaucoup plus le côté macro. Donc tu dézoomes complètement, tu essayes de tenir compte de 35 pays, 35 missions à peu près différentes, et puis tu essayes du coup d'élaborer des solutions qui permettent de garder un certain niveau de sécurité, une certaine facilité d'utilisation pour les utilisateurs, sachant que ça peut être le niveau peut être très varié. Il y a des gens, quand on a fait par exemple le passage de Windows 7 à Windows 10, il y a des gens qui disaient mais qu'est-ce que vous fichez? Ça fait des années que j'ai Windows 10 chez moi, au travail il y a toujours Windows 7, et il y a d'autres personnes, c'est tout juste s'ils ont déjà utilisé un ordinateur, quoi. Donc il faut essayer de trouver des solutions pour rester flexible, rester hyper ouvert pour que les utilisateurs aient un peu de liberté, mais en même temps faire en sorte que ce soit un minimum moderne et sécurisé, parce que sinon ça finira par poser des problèmes. Et donc il y a beaucoup de réunions, on aime bien les réunions en France. Donc oui, il y a pas mal de réunions, il y a pas mal de moments de réflexion, de conduite de projet, comment est-ce qu'on va faire pour implémenter telle nouvelle technologie, etc. Et donc il y a beaucoup de discussions avec plein de monde, avec donc les fameux RTR, les flying, les admins, le support, le responsable de l'infra qui s'occupe pour le moment que du siège, mais qui est censé aussi basculer un petit peu côté terrain. Il faut bien comprendre que la DSI, oui, la DSI de MSF France, hein, vraiment, j'insiste là-dessus parce que MSF, il y a plusieurs sections. Il y en a une en Espagne, Barcelone. Il y a OCA, donc à Amsterdam, Pays-Bas. Il y en a une en Suisse, OCG, à Genève. Et en fait, le truc, par exemple, au Soudan du Sud, eh ben, on a les 5 sections Médecins sans frontières. Donc on a à la fois les Suisses, les Espagnols, les Français, les Belges, qui vont travailler tous ensemble, et qui ont chacun leur projet. Donc ils ont tous une coordination. C'est-à-dire, on est tous dans des bureaux bien distincts. On est à Juba, on va avoir 5 coordinations et X projets qui vont un petit peu graviter en fonction des explos que les différentes sections ont faites et des endroits où ils ont vu qu'il y avait un besoin. Voilà. Mais du coup, tu es que en contact avec les gens du service informatique ou... Parce que c'est encore une fois, ça a été un peu bizarrement monté, même si c'est quand même plutôt cohérent, mais c'est la logistique, c'est le service, le département logistique en fait, qui chapeaute le service informatique d'une certaine manière. Donc au siège, pour toute la partie siège, il y a une vraie séparation qui est faite. Il y a d'un côté les logs et de l'autre côté la DSI. Et par contre, au niveau du terrain, c'est systématiquement des gens, quasiment systématiquement des gens de la logistique qui sont les supérieurs des différents techniciens. Donc oui, je travaillais aussi beaucoup avec le département logistique. Par exemple, les RTR, qui s'occupent donc chacun d'une zone géographique. Ils ont les Loxel comme responsable hiérarchique. Moi, je suis leur responsable fonctionnel. Concrètement, je leur dis dans quelle direction il faut aller, comment il faut le faire, comment est-ce qu'on va essayer de mettre en place telle solution, etc. Et je récupère aussi leur feedback pour m'aider à prendre les décisions. Le responsable hiérarchique, d'une certaine manière, il va pas t'aider à faire ton travail au quotidien, te donner une direction, il va plus essayer de chercher à savoir ce que tu attends de ta carrière, où est-ce que tu veux aller, si ton job te convient, ton rythme te convient, voilà, tu as besoin de prendre des vacances, etc. Ce genre de choses. Mais donc hiérarchiquement, c'est vraiment les gens qui peuvent prendre les décisions, ce sont les logcels, ce qu'on appelle les logcels en fait, c'est les logisticiens cellules, parce que pour donner plus d'autonomie aux différentes missions, elles sont encadrées par des cellules. Donc en fait, toutes les missions ne répondent pas directement au siège. Les missions, en général, il y a 5-6 missions par cellule, et donc les cellules sont plutôt indépendantes du siège, et elles peuvent donner directement des directives ou aider les missions à travailler.
Donc l'objectif, c'était vraiment de créer des petits îlots un petit peu indépendants pour que le siège n'ait pas tout à gérer parce que c'est impossible et pour apporter plus de souplesse dans la gestion des terrains et plus d'autonomie. Donc voilà, donc moi je bosse beaucoup avec la logistique, beaucoup bien sûr avec la DSI. Après il y a aussi la partie RH pour tout le suivi de carrière des différentes personnes. Pour tous les IT officers, ce qu'on appelle les IT officers, c'est les techniciens système, parce qu'à peu près sur chaque pays on a un technicien ou deux techniciens en fonction de la taille du pays. Euh, donc oui, c'est à la croisée quand même de pas mal d'autres départements. Et qu'est-ce qui te plaît le plus du coup dans ton boulot? Bah, honnêtement, ce qui me plaît le plus, c'est le côté vraiment opérationnel. C'est-à-dire que bon, quand tu commences à élaborer des choses, quand tu réfléchis, toute cette phase-là, c'est pas forcément hyper excitant, on va dire. C'est beaucoup de réunions, c'est beaucoup de cadrage, de points de projet, d'avancées, où tout le monde réfléchit, essaye de se mettre d'accord sur la bonne stratégie à adopter. Ce qui est très difficile, c'est que trouver une stratégie qui convienne à tous les terrains, encore une fois, c'est compliqué. C'est tout à fait possible d'aller dans une direction pendant un bon moment et de se rendre compte finalement que ça va pas être possible, donc du coup on doit vraiment revenir en arrière. Et donc il peut y avoir des moments comme ça un peu frustrants où on a l'impression de s'égarer et on se dit mais à quel moment on va vraiment mettre en place la solution. Moi je préfère les moments où on commence à mettre en place, où on réunit un petit peu justement tous ces IT officers. Quand je dis qu'on on les réunit pas physiquement, enfin surtout pas depuis le Covid, mais en gros on fait des Teams, etc. Et on commence à expliquer un petit peu voilà, comment on veut faire les choses, dans quelle direction on va aller, quels outils on va utiliser. Et voilà, la mise en application comme ça de tout ce qui a été préparé, c'est ça qui me plaît le plus. Et effectivement, aller sur le terrain, parce que c'est là qu'on voit vraiment comment les choses sont utilisées et qu'on rencontre les gens. Et du coup, tu as fait quelles études et enfin, c'est quoi ton parcours professionnel en arrivé là? Alors au début, j'ai bossé tout de suite à 19 ans. J'ai fait lycée, bac ES, ça m'intéressait pas du tout. J'aimais pas du tout l'ambiance de la classe. Voilà. J'avais vraiment l'impression que c'était pas fait pour moi et que les gens étaient, je sais pas spécialement matures. Enfin, je sais pas, il y avait un truc qui me gênait vraiment. Donc du coup, je me suis mis à bosser à 19 ans et au début, j'ai fait des petits boulots à gauche à droite. Et après ça, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, on est en France, il faut avoir quand même un minimum de diplôme. Donc j'ai fait un BTS informatique. Alors, ça s'appelait Infogestion à une époque, maintenant je crois que ça s'appelle Service informatique aux organisations, je sais pas quoi, option réseau. Et donc avec le Greta à Paris, on peut le faire en un an au lieu de 2 ans. T'as des formations pour adultes, c'est rythme accéléré, t'as pas de vacances, juste deux petits stages, et puis comme ça tu peux le faire en un an. Et une fois que j'avais fait ça, j'ai encore repris un boulot du coup où j'étais admin système dans un lycée. Et au bout d'un an, je me suis dit, bon, ça évolue trop lentement, je vais pas aller assez vite là où j'ai envie d'aller, donc je me suis dit, ok, je vais commencer à prendre une formation en alternance pour avoir le fameux bac plus 5 qui est un peu demandé systématiquement aujourd'hui. Et du coup, je suis allé à l'ESGI, qui est une école informatique. Il y a plein d'écoles informatiques qui sont un peu tombées du ciel ces dernières années, parce que l'État ne propose pas forcément de formation équivalente. Donc il y a plein d'écoles d'informatique qui sont mises sur le créneau. Il y en a plein qui sont nulles. Celle-là, elle est moyenne, on va dire. En tout cas, les profs, pour la plupart, étaient vraiment bons techniquement, mais il y a beaucoup de grand n'importe quoi où tu peux gagner des points en faisant des soirées, du foot, du ping-pong, etc. Enfin voilà, c'est bon. On va pas. Vous voyez la logique un petit peu, Oui. pas école de commerce, pas à ce point-là, mais c'est quand même un petit peu n'importe quoi. Et il y a vraiment moyen de s'en sortir, même en foutant rien et en étant nul, avec énormément de travaux de groupe aussi où finalement, s'il y en a un sur quatre qui fait le boulot, on va pas vraiment se demander lequel a travaillé et tout le monde a la même note et basta. Mais l'intérêt, c'est que c'était en alternance, donc moi, ça faisait passer un peu la pilule par rapport au fait que j'aimais vraiment pas les études. Et donc, j'ai travaillé à AG2R, la mondiale, qui est donc une énorme boîte de prévoyance, retraite, mutuelle, etc. Et j'étais basé à Paris, mais en fait, mon équipe était à Tours. Et là, je me suis retrouvé vraiment dans un format que j'avais jamais connu avant. Alors déjà, c'était intéressant parce que je travaillais à distance. Donc c'est bien, ça m'a préparé un petit peu à ce qui s'est passé ces derniers temps. Et j'étais à Tours avec mon équipe, je pense, une semaine par mois, grand maximum. Et puis je travaillais au service. C'était vraiment de la pure, alors là pour le coup, c'était vraiment de la pure production, ingénierie, où en fait ce qu'on faisait c'est qu'on assurait le déploiement des applications, des mises à jour logicielles, etc. pour à peu près 10-12 000 personnes. Donc c'était vraiment très technique toute la journée, moi ça me plaisait bien, il n'y avait vraiment pas du tout là pour le coup le côté gestion d'une équipe, conduite de projet, etc. C'était vraiment purement technique, donc c'était très très bien pour monter rapidement en compétences.
Et au bout de 3 ans, après donc cette école, je me suis dit, maintenant petit break, normal. Donc j'ai voyagé un petit peu à gauche à droite et de plus en plus, je me suis dit, comme beaucoup de gens, je pense, ouais, bon, c'était bien cette expérience dans le privé, mais c'est pas forcément hyper intéressant non plus. J'ai pas l'impression que ça me fasse grandir ou quoi que ce soit. Oui, c'est intéressant, je pourrais gagner des sous, je pourrais faire des choses assez techniques, mais concrètement, j'aurais pas l'impression au quotidien que j'ai fait quelque chose qui me plaît vraiment et qui me fait évoluer. Et donc du coup, j'ai commencé à chercher un petit peu dans tout ce qui est humanitaire, mais sans cibler particulièrement Médecins sans frontières, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens vraiment pour lesquels Médecins sans frontières est une institution. Je m'en suis rendu compte avec le temps, en fait, en rencontrant les gens, en leur parlant, mais moi, à la base, je le savais pas du tout. Je connaissais pas les valeurs en particulier de Médecins sans frontières, parce qu'ils ont beaucoup de valeurs qu'ils défendent, et notamment au cours justement du processus de recrutement, dont on va peut-être parler après. Mais moi, c'était vraiment juste parce que je suis tombé sur cette offre d'emploi, comme sur beaucoup d'autres offres d'emploi dans d'autres ONG, et je me suis dit, c'est une ONG médicale, ça me va, allons-y. On t'avait jamais parlé de la solidarité internationale pendant tes études? Non, Ouais. pas du tout. Du coup, tu as découvert ça un peu comment? J'ai découvert ça, je pense, enfin, je sais pas, de manière classique, je pense, parce qu'on est très sollicité. Ma famille a toujours donné à pas mal d'ONG, pas seulement des ONG d'ailleurs, mais bon, plein d'organismes différents, les fondations pour la recherche, ce genre de choses. Et je pense que c'est à ce travers ouais, que je me suis mis à penser un petit peu à ce genre de choses. Mais c'est, enfin, je sais pas, d'une certaine manière, je pense que je l'ai pas découvert. Je pense que c'était toujours dans un coin de ma tête. Effectivement, on se dit toujours, bah, on reçoit des prospectus et puis on voit toujours la même histoire. Avec 50 euros, vous pouvez permettre à 10 enfants dans tel pays de mieux vivre, etc. Ou de vivre tout court d'ailleurs. Et, mais j'avais pas une sensibilité particulière pour ça, je veux dire. Ça aurait été, honnêtement, ça aurait été une boîte, euh, peut-être plus sur une mission écologique ou quelque chose comme ça, et peut-être même au niveau national, juste français, je pense que ça m'aurait pas déplu. Ouais, ok. Voilà. Mais du coup, comment t'es arrivé chez MSF? Du coup, donc, comme je le disais au début, c'était cette offre d'emploi. Je pense que je suis tombé dessus sur Internet, hein, comme toutes les autres offres d'emploi, et puis j'ai postulé. J'ai attendu à peu près un mois, je pense, ou quelque chose comme ça, enfin, recrutement classique. Et là, on m'a appelé et on m'a dit que mon profil était intéressant et j'ai eu un entretien, comme d'habitude, qui a duré par contre longtemps, genre 2 heures et demie, quelque chose comme ça, avec 3 personnes, dont une qui était à distance. Et, euh, et on m'a posé beaucoup de questions et qui étaient beaucoup plus des questions effectivement sur l'intérêt que je portais à MSF et mes méthodes de travail, plus que sur mes compétences techniques en fait. Ouais. Et est-ce que tu as l'impression que tu as des qualités spécifiques à avoir ou que... Enfin, c'est quoi les grosses différences entre ce que tu as pu faire dans le privé et maintenant chez MSF? Je ne sais pas si c'est propre à MSF en fait. Ouais. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que quand tu te mets à gérer des projets à l'international qui vont toucher plein de gens sur plein de pays différents, effectivement, il faut être super flexible. Euh, il peut y avoir beaucoup de petits sujets qui peuvent être très importants et qui peuvent compromettre complètement une mission. Et donc il faut vraiment avoir en permanence tous ces trucs-là dans la tête et d'une certaine manière ne pas sombrer, quoi. Tu as Parce que des exemples de ça? De petits. bah, par exemple, un exemple vraiment très terre à terre, il va y avoir des missions, on va se dire, bon, on a besoin que tel bâtiment soit interconnecté au bureau pour que les gens qui sont dans ce bâtiment puissent travailler sur cette ERP qu'on va mettre en place, Unifield. Euh, et il est tout à fait possible dans certains cas, par exemple, que la mission oublie qu'il y ait une personne qui travaille dans un bâtiment en particulier. Donc d'une certaine manière, on peut se retrouver une fois qu'on est sur le terrain à découvrir qu'il y a une personne qui ne pourra pas accéder au logiciel qu'on est en train de mettre en place. Euh, Là, c'est plus un oubli de la mission, mais il y a plein de petits points de détail comme ça qu'il faut prendre en compte. Et effectivement, il faut essayer de garder tout ça dans la tête. Et typiquement, encore pour ces histoires de déploiement, on faisait bien sûr pas qu'un seul pays à la fois. C'est-à-dire que quand on faisait un premier pays, on était déjà en train de bosser peut-être sur les 2 suivants. Donc c'est-à-dire que tu es en interaction avec 3, 4 pays d'Afrique peut-être en même temps, avec à chaque fois plein d'interlocuteurs différents, plein de setup, plein d'installations d'infrastructures différentes, et faut garder tout ça en tête et pas se perdre, et c'est assez compliqué. Et l'organisation même de Médecins sans frontières, avec donc plusieurs sections,
dans plusieurs pays, et puis comme tu disais tout à l'heure, Canada, etc. Enfin bon, il y a plein de sections partenaires, il y en a partout en fait. Je sais plus combien il y en a, mais je crois que c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines, c'est vraiment énorme. Et le fait qu'ensuite, même MSF France soit divisé en cellules, chaque cellule gérant plusieurs pays, bon, ça peut vite être très compliqué à appréhender comme environnement. Ah, mais t'as réussi au final. Ouais. Je trouve que entre toutes les valeurs qu'on t'avait vendues à MSF, enfin toutes les valeurs qu'ils prônent et la réalité du terrain, il y a eu des écarts ou finalement est-ce que tout va dans le sens de leurs valeurs? Ce qui est sûr, ouais. Franchement, je pense vraiment que MSF essaye de tenir. Enfin, ce qui est sûr, c'est que déjà on soigne les gens de manière indifférenciée, quoi. Donc il n'y a pas de sélection à l'entrée de l'hôpital, ça c'est sûr. Euh, Après, il y a forcément de la politique, d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est déjà une boîte qui est gigantesque. Donc pour la gérer, je crois que le budget c'est plus d'1 milliard hein, ou quelque chose comme ça par an. Pour gérer tout ça, éviter de perdre de l'argent, qu'il aille le plus possible aux bénéficiaires, etc. C'est hyper compliqué. Et après, le problème, c'est qu'il y a forcément un petit peu une volonté politique aussi à un moment de représenter plus tel ou tel endroit. C'est-à-dire, il y a cette crise qui fait beaucoup parler d'elle dans tel pays. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Bah peut-être c'est pas très pertinent d'y aller. Peut-être que je sais que je vais pas sauver énormément de vies parce que c'est très complexe, parce que les infrastructures médicales en place sont déjà quand même assez robustes. Mais par contre, est-ce que je vais y aller? Bah oui, il y a des chances que j'y aille parce que l'opinion publique ça compte énormément, que c'est eux qui donnent des sous. Et donc effectivement, tu as des missions MSF qui se font plus à titre de représentation quoi, qu'autre chose. On a une des cellules de Médecins sans frontières qui est à New York. Concrètement, aujourd'hui, elle est un petit peu en train de se voir retirer tous les pays avec lesquels elle bosse. En gros, il reste Haïti. Mais cette cellule, si elle existe, c'est aussi parce que il y a à peu près, je pense, 30-40% facilement de tous les dons à l'échelle mondiale de Médecins sans frontières qui viennent des États-Unis. Ok. Donc ne pas être présent aux États-Unis, c'est compliqué. Et après, qu'est-ce qui va découler de ça potentiellement? Étant donné qu'aux États-Unis, bah, on a clairement pas beaucoup de pays où ça peut coller rien qu'au niveau time zone. Donc Haïti en est un, il y a le Liberia aussi, mais je pense que ça va changer de cellule. Qu'est-ce qui peut se passer éventuellement? C'est qu'on va chercher à ouvrir en Amérique du Sud pour donner une vraie raison d'être à cette cellule. Donc peut-être qu'on n'aurait pas ouvert en Amérique du Sud si on n'avait pas eu ce besoin de représentation. Maintenant, à voir ce qui va se passer. Mais il y a des choix comme ça politiques qui sont faits et qui ne correspondent pas forcément à on sait que c'est là-bas qu'on va aider le plus de monde. Voilà. Ouais, mais vous allez quand même là où vous allez aider beaucoup de monde. Oui, Enfin, il y a les deux. oui, il y a les deux. Mais effectivement, je crois que je me souviens que c'était aux journées d'accueil ou quelque chose comme ça. À un moment, j'ai posé un peu une question sur le fait que j'avais l'impression que des fois, il y avait de la politique, il y avait du copinage. Beaucoup d'anciens qui, du coup, connaissent un petit peu, se connaissent tous et que donc ils vont avoir tendance à vachement dicter le mouvement, des choses comme ça. Et elle m'a répondu, bah oui, effectivement, on n'est pas des bisounours ou un truc comme ça, quoi. Et oui, effectivement, et bah oui, il y a du politique, et il y a des gens qui se connaissent, et il y a des gens qui se pistonnent et qui se font monter les uns les autres, et il y a un petit peu un côté circuit fermé, où finalement quelqu'un de complètement extérieur à MSF qui accéderait à un poste opérationnel de haut niveau, ça semble un peu impossible. Est-ce que tu as une référence, un film ou un livre ou sur la solidarité internationale Alors, il y a beaucoup de contenus qui sont créés directement par Médecins sans frontières. Énormément de contenus. Alors, j'ai pas les noms en tête, mais il y a énormément de contenus qui sont faits. Y compris des. Il y a eu une expo, par exemple, à l'occasion des 50 ans de MSF, là, récemment, qui présentait un camp de migrants qui avait été installé dans Paris, puisque MSF a aussi une mission France. Hein. Donc, bon, alors évidemment, c'est pas du tout la même organisation que les autres missions terrain, mais MSF a une mission France, notamment pour les migrants, et on a beaucoup aussi aidé pour le Covid, la vaccination, etc., etc. Euh, et donc, il y a énormément de documentaires et de choses comme ça qui voient le jour au travers de MSF et qui sont très intéressantes. Moi, Merci beaucoup. welcome!